Et une personne m'avait posé une question à laquelle je n'ai pas répondu en fin de conférence. Et cette jeune personne m'a demandé qu'est-ce que c'était que l'observation de soi. Alors en fait, ça va être le sujet de cette conférence, entretien. Qu'est-ce que la connaissance de soi? Et qu'est-ce que on va dire ce moyen que par exemple dans certains enseignements comme celui de Gurdjieff ou de Krishnamurti, qui peuvent paraître antithétiques mais pour moi ils ne le sont pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce moyen qui s'appelle l'observation de soi? Donc c'est à ce sujet-là que je vais vous convier ce soir. Parce qu'en fait, l'observation de soi, c'est une façon de voir qu'on semble tous posséder. On pense, et ça paraît même presque évident, qu'on sait ce que c'est que s'observer, c'est-à-dire se connaître directement, que l'on semble pouvoir exercer, en fait, est une observation, bon je vais utiliser des termes que vous connaissez, une observation dualiste, une observation qui nous situe par rapport à ce qui se passe en nous, par rapport à ce qui nous traverse, des trains d'association de pensée, des émotions. Donc, c'est un type d'observation qui nous situe, on va dire en retrait, qui nous situe en recul, à distance. Et comme approche, on va dire, entre guillemets, éducative, c'est en fait ce par quoi nous sommes tous passés par l'éducation. Lorsqu'on nous demande de nous calmer, lorsqu'on nous demande ou même après plus tard, de prendre du recul, comme si tout le monde savait de quoi il s'agissait. Ce type d'observation, donc, que l'on apprend, qui nous est asséné d'une certaine manière, là j'utilise un terme un peu agressif, on va dire, qui nous est asséné donc dès l'enfance, dès l'éducation, est un type d'observation dualiste. Nécessaire dans un contexte social, dans la mesure où ça peut éviter aux uns et aux autres d'en venir aux mains, comme on dit. Mais cette approche de l'observation n'a évidemment aucune relation avec notre dimension d'être, avec, mais là je ne répondrai pas pour l'instant. Évidemment, cette observation première, qui nous situe dans une situation, dans une relation dualiste à nous-mêmes, c'est-à-dire à ce qui nous traverse, à ce qui nous domine, parfois, souvent, à ce qui s'impose à nous, émotionnellement, dans notre tête, intellectuellement, dans notre corps, ce qu'on ressent dans notre corps par des mouvements qui sont acceptés, non acceptés, perçus, mal perçus, inconscients. Ce type d'observation, après, est utilisé lorsqu'on a une démarche, par exemple, introspective pour, on va dire, se connaître psychologiquement parlant. Et là, il faut être très clair, une démarche psychologique, une démarche psychothérapeutique a incontestablement une grande utilité lorsqu'on se sent effectivement très mal. Lorsqu'on s'observe, je dirais, très mal. Mais ce n'est pas l'objet, moi, de cette conférence entretien, puisque d'abord, je ne suis pas du tout psychothérapeute, je ne suis pas psychologue, je suis, on va dire, chercheur spirituel. Et en tant que chercheur spirituel, il y a un point aussi qui me semble important, parce que c'est souvent évincé par des personnes qui se présentent comme ayant eu un éveil, un changement intérieur. C'est souvent présenté, en fait, comme ne nécessitant pas un travail sur soi.
en fait, on peut incontestablement avoir des expériences d'éveil. J'en ai évidemment connu. Mais ces expériences d'éveil, ces moments d'éveil, ces instants de changement radical à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur comme à l'extérieur, ces ouvertures sont momentanées. Ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines, mais ces ouvertures, ces moments d'éveil nécessitent, et là, en ce qui me concerne, je suis formel, nécessitent un travail sur soi. Ne serait-ce que pour s'y familiariser, pour en approfondir le goût, pour en approfondir la lumière, pour l'incarner. Évidemment, le terme travail sur soi, qui a souvent été utilisé en fait dans l'enseignement de Gurdjieff et pas du tout dans l'enseignement de Krishnamurti, est un terme aujourd'hui, on peut dire, assez inapproprié lorsqu'on est sensibilisé par une démarche d'éveil radical. Et l'éveil est toujours radical. C'est un terme qui n'est pas très approprié parce que ça s'associe en nous à des concepts, au concept d'effort. Un travail, ça nécessite un effort, une dépense d'énergie. Alors qu'un travail sur soi, c'est précisément l'inverse. Donc je qualifierais le travail sur soi, non pas comme nécessitant un effort, mais comme demandant une lucidité. Le travail sur soi, c'est un travail de la lucidité. Pas du tout de l'effort. Il est certain que pendant des années, voire des décennies, on peut être dans un cheminement qui nécessite de l'effort, qui nécessite des efforts de compréhension, des efforts de présence à soi, à la sensation corporelle, à ce qui dépasse même la sensation corporelle. Et là, pour cela, j'appellerai pas ça des techniques, mais il y a des pratiques méditatives tout à fait adéquates qui permettent ce développement-là et qui s'inscrivent, d'une certaine manière, dans un relatif effort. Ça va être peut-être contradictoire ce que je vais dire, mais effort de lâcher prise. L'observation de soi, que je définis ici comme étant la démarche d'un travail sur soi, nécessite une lucidité. Une lucidité sur en fait tous les mécanismes de notre personne, notre personnalité, tous les mécanismes de l'ego, qui sont là autant, parce qu'ils sont contradictoires, donc qui sont là autant pour éviter la réelle transformation de soi, pour éviter l'éveil radical, que pour nous éviter cette réelle ouverture par des distractions de toutes sortes que vous connaissez aussi bien que moi. Par l'invention de voies spirituelles ou de non-voies spirituelles. Et puis par la mise en place, par la construction, par l'édification de ce type d'observation dont je parlais dès le départ, qui est un type d'observation dualiste, qui ne fait que nous séparer de ce qui nous traverse. Et encore, quand je dis que ça ne fait que nous séparer que de ce qui nous traverse, ça voudrait dire que dès le départ, nous ne sommes pas dans la séparation intérieure. Alors qu'en fait, évidemment, nous
nous le sommes. Donc l'observation de soi va nous permettre de comprendre la nature de cette séparation d'avec ce qui nous traverse. Car vous savez sûrement que dans les voies tantriques, par exemple, on invite les élèves à plus qu'à rencontrer leurs émotions, mais à être avec. Et on préconise cette approche non duelle du monde émotionnel en nous comme étant le moyen de transformer radicalement, de métamorphoser tout ce monde émotionnel auquel nous sommes habituellement identifiés et qui nous met habituellement en état de souffrance. Donc l'observation de soi, ça va être également une approche de la non-souffrance intérieure, une approche de la libération intérieure. Et pour cela, je vais éclaircir un peu ce qu'on entend par observation. Vous voyez, je me répète beaucoup, je n'ai pas fini. J'aime beaucoup l'idée d'un médecin qui s'appelait Roger Godel, qui est décédé il y a fort longtemps, et qui a écrit un ouvrage difficile peut-être, mais extraordinaire, qui s'appelle « Essai sur l'expérience libératrice ». Et il parle d'une loi inhérente à notre physiologie, et on verra à notre psychologie, qu'il appelle la loi d'induction. Ce phénomène d'induction, dit-il, nous le trouvons par exemple dans le processus même de la vue. Par exemple, si on regarde, vous avez sûrement déjà exercé cette petite expérience, qui consiste à regarder une tache rouge, un disque rouge, et puis après, on déplace légèrement le regard, et en fait, il y a un phénomène de phosphénisme qui se trouve à l'intérieur, on le voit vert. Ou de même, si c'est un disque bleu et qu'on déplace le regard, on le perçoit intérieurement par ce phénomène d'induction physiologique comme un disque jaune. Et il donne comme ça plusieurs exemples, en fait, pour nous montrer que la qualité de notre observation, qu'elle soit physiologique, et nous, ce qui nous intéresse, c'est psychologique, elle est inhérente à cette dualité. Maintenant, sur un plan, donc, on va dire psychologique ou psychosomatique, je dis bien psychosomatique parce que je sens, par exemple, une émotion désagréable, on peut la localiser à l'estomac, certaines personnes ça va être à l'estomac, il y a des personnes qui disent des fois les sentir même jusque dans leurs muscles, les muscles de leurs cuisses, de leurs bras, dans le cou, au plexus. La sensation même, donc je veux dire l'observation, j'entends par observation sensation évidemment, la sensation même de cette émotion perçue comme désagréable, est-ce que je peux d'ailleurs l'apercevoir autrement ? Revient exactement à ce phénomène d'induction physiologique décrit par Roger Godel. Et Roger Godel, d'ailleurs, dans son approche de l'expérience libératrice, il décrit très bien ce phénomène de dualité psychologique. Ça veut dire que notre qualité d'observation est déjà faussée. C'est tout ce que décrit en fait Krishnamurti par ailleurs, qui nous dit
et qui a démontré au cours, enfin qui n'a pas démontré, il ne faisait pas de démonstration, Krishnamurti, mais il amenait ses auditeurs à une compréhension vécue sur eux-mêmes. Donc il décrit cette qualité d'observation comme étant conditionnée. L'observateur que je suis est conditionné. Conditionné par ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Ce qui est agréable, ce qui ne l'est pas. Et comme dit Krishnamurti, ce qui est, c'est-à-dire il y a l'émotion qui traverse, ce qui est, et ce qui devrait être. Ce qui devrait être, c'est que j'en sois débarrassé. Cette approche, donc, de la connaissance de soi, qui pour le coup ne concerne pas exclusivement le plan psychologique. Krishnamurti distingue l'observation de l'introspection. L'introspection qui fait partie d'une démarche sur un plan psychologique de rééquilibrage des tensions, des contradictions, des fragments qui constituent notre personnalité. Ça, c'est un autre domaine. Fort utile dans certains cas. C'est un autre domaine. Donc l'observation qui fait appel à cette attention, cette lucidité, elle va se découvrir comme étant conditionnée. On va dire que ça, c'est un premier temps. Je découvre que, quand j'observe, la qualité de mon observation est conditionnée par l'observateur auquel je suis identifié, par l'observateur que je suis, en fait. Et Krishnamurti est très radical, en fait, parce que là, par exemple, quand je dis par l'observateur que je suis, ça sous-entend qu'il y a l'observateur et puis qu'il y a je derrière. Mais lui, il dit, pas du tout. Il n'y a pas de séparation entre celui qui observe et la chose observée. Prenons par exemple, il parle parfois de colère, évidemment. Nous, on est des gens très pacifiques ici, on se met rarement en colère. Mais ça peut nous arriver d'être un peu irrité, tout du moins. Je vous souriez, évidemment, on sait ce que c'est, un peu d'irritation. Voilà. Bon, eh bien, l'irritation, dès qu'elle est perçue, elle n'est pas acceptée. Ça revient à ce phénomène d'induction dont parle Roger Godel. Ça revient à ce phénomène, à cette situation de séparation entre l'observateur et l'observé dont parle Krishnamurti. Alors évidemment, à partir de là, il y a un travail qui peut peut-être s'entreprendre. Comment est-ce que je vais entreprendre un travail sur, par exemple, ces petites irritations qui sont trop quotidiennes et dont je commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Ou alors je justifie pleinement ça et puis j'envoie promener les autres, quoi. Hein, par exemple. En fait, le comment, qui est la question naturelle qu'on va se poser. Comment est-ce que je peux faire? Le comment, c'est pas la bonne question. On a le droit de la poser, c'est pas la bonne question. C'est-à-dire que c'est une question qui va m'entraîner dans un travail sur soi, qui engendre, qui manifeste toujours ce conflit d'observateur et d'observé. Krishnamurti nous dit que ça se situe dans la durée. C'est une question qui m'entraîne dans la durée, dans le temps. Et dans le temps, dans ce travail sur soi temporel, c'est pour ça que le mot travail, là, il convient très bien dans le temps,
eh bien, je ne peux que m'égarer, que m'éloigner de cette lucidité première, primordiale, qui m'habite et que je trahis par le fait même que je vais me trouver entraîné dans la durée, dans la temporalité, tout en travaillant à cet espace entre l'observateur et l'observé, espace d'illusion et de souffrance. Mais c'est intéressant de voir à quel point, en fait, la question « comment puis-je faire ?» c'est une question en fait redondante, qui revient et qui est inhérente à notre mode de vie psychologique, à notre mode de vie temporel, dans lequel notre psyché se débat, trouve des satisfactions, et puis des ennuis, et puis des plaisirs, et puis des souffrances. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce que pourrait être une bonne question ? Et là, je vais encore citer Krishnamurti, si ça vous ennuie pas. Ça vous ennuie pas ? Ça gêne personne. Qui donne l'exemple d'une bonne question. Il dit une bonne question, c'est qu'est-ce que la méditation ? Mais si on se dit comment méditer, ou comment observer, c'est une question qui m'entraîne dans la durée, dans la temporalité, dans la séparation observateur-observé, dans le maintien de toutes mes irritations quotidiennes, voire plus. Comment observer, c'est ça. Ça nous entraîne. Qu'est-ce que l'observation ? Qu'est-ce que la méditation ? C'est une bonne question. C'est assez curieux parce que quand on passe, quand on se retrouve dans les impasses de la connaissance de soi, c'est-à-dire de cette observation dualiste, eh bien, cette question, qu'est-ce qu'observer ? Qu'est-ce qu'être lucide ? Peu importe les mots. Qu'est-ce que la méditation ? Cette question est en fait est porteuse de l'ouverture à ce que c'est. Et c'est sûrement très proche de ce que dans le zen on appelle des koans. Alors évidemment, il y a des koans très poétiques, ça l'est peut-être beaucoup moins. Mais je pense que lorsque les moines zen, après un satori, ont découvert un koan, je pense que ça correspond tout à fait à cette très bonne question. C'est-à-dire, c'est une question qui n'appelle pas un engagement dans la durée, dans le temps. C'est une question qui, quand on voit qu'on n'a plus de bonnes réponses, bien sûr, tant qu'on a des réponses, à Dieu va, il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi occuper notre existence tant qu'on a des réponses. Mais quand on n'a plus de réponses, cette bonne question est propice à un réel changement intérieur.
Et encore, le mot est mal choisi parce que ça invite un peu à quelque chose qui se déroule dans le temps, dans la durée. Ça invite à une réelle mutation, quoi. Mutation de l'esprit. Mais encore une fois, paradoxalement, un travail sur soi est réellement indispensable. Et en fait, l'éveil, aussi fulgurant soit-il, s'incarne sur toute une vie. Ce serait induire les gens en erreur, les chercheurs en erreur, de dire que l'éveil est radical et définitif, quoi. D'abord, le terme définitif ne conviendrait sûrement pas, d'une part, et ce serait vraiment induire en erreur. Alors maintenant, quand on parle de l'éveil, de quoi s'agit-il? Vous avez, comme moi, lu différents témoignages sur l'éveil. Vous avez même peut-être aussi une certaine expérience de moments d'ouverture, d'instants d'éveil. Et ça peut, intérieurement, se manifester comme la vision qu'il n'y a personne, par exemple. La vision que il n'y a aucune séparation, il n'y a plus d'intérieur d'extérieur. Derrière, il n'y a personne. Ou alors, l'expérience que le temps s'est arrêté. Une expérience d'intemporalité. Après, il y a des expériences qui peuvent être liées aussi à des sensations physiologiques, imaginatives, expériences de lumière, de clarté, et qui peuvent être tout à fait justes au moment où elles se présentent. D'ailleurs, quand on a ce type d'expérience, et je continue à utiliser le terme expérience, en fait, on peut se retrouver après quelques heures, après quelques jours, après quelques semaines, dans une situation encore plus difficile. C'est-à-dire dans la situation de l'observateur qui veut retrouver cette dimension essentielle qu'il a perdue. Alors après, c'est facile, on peut se convaincre en disant on ne peut pas l'avoir perdu, on l'a toujours été. Ça, après, on peut toujours raisonner et apaiser, on va dire, sa souffrance de cette perte de l'essentiel. Ça, on peut toujours le faire. Ça ne suffira peut-être pas, mais on peut toujours, effectivement, il y a toujours des moyens, des arguments, ou des expériences aussi, si on a une pratique régulière de méditation, qui nous permet de retrouver un type de sensation d'éveil qui a disparu, ou qui s'est relativement éteint. Et là, la difficulté, en fait, évidemment, c'est qu'en tant que chercheur spirituel, même si on dit on ne cherche plus, on est le trouvé, on ne cherche plus, facile à dire. La difficulté, c'est que il y a ce besoin semi-conscient et impérieux de retrouver cet instant de grâce, ou cet aussi momentané a pu-t-il être, cet instant de grâce disparu. Et toutes ces expériences, parce que ça ce sont des expériences, viennent naturellement nourrir notre mémoire, c'est-à-dire ce que nous sommes en tant qu'observateurs de la vie. Et donc, entretenir cette séparation entre cet observateur de la vie et ce qu'il vit, ce qui le traverse, ce qu'il prend.
ce qui l'étreint. Et évidemment, après ce type d'expérience perdue, la dualité parfois peut se retrouver renforcée et la souffrance plus forte que dans l'état plus ancien où cette expérience n'avait pas encore été vécue et la relation, on va dire, à la souffrance existentielle était beaucoup moindre. On n'y croyait peut-être pas trop d'ailleurs. D'ailleurs, le bouddhisme a ça de très particulier, c'est qu'en fait, dans le bouddhisme, vous savez, la première noble vérité, c'est que tout est souffrance. Alors là, évidemment, je vous apporte pas une bonne nouvelle en vous disant ça, mais le bouddhisme, c'est assez foudroyant comme approche. En fait, tout est souffrance. Première noble vérité. La deuxième, c'est très lié à cette question de l'observateur, puisque c'est l'origine de la souffrance. En fait, c'est découvrir que l'origine de la souffrance, ce qui s'appelle dans la tradition bouddhiste, quelles que soient d'ailleurs les voies, que ce soit le bouddhisme tibétain, tantrique, le bouddhisme zen, etc., les 4 nobles vérités sont identiques. Maintenant, il y en a des compréhensions peut-être différentes, mais pas selon les voies, selon les personnes. Donc la deuxième noble vérité, c'est que l'origine de la souffrance, c'est la soif. La soif, le désir impérieux de s'en libérer, ce qui est bien naturel. De se libérer de notre souffrance existentielle. Mais cette seconde noble vérité, elle implique en fait que l'on comprenne réellement ce que c'est que cette soif de libération de la souffrance. Cette soif de libération de la souffrance, elle entretient cette séparation entre l'observateur et l'observé. Une irritation passe en moi, tout de suite je veux l'éradiquer. Ou alors la justifier, et puis exploser, puis tant pis pour celui qui est en face. Je sens une tristesse, je peux l'accepter, tant mieux. Et elle peut aussi être refusée. C'est rare quand elle est acceptée. Là, ça se produit dans un contexte, par exemple, d'une très bonne psychothérapie, et fort utile pour beaucoup d'entre nous, hein, où on invite aussi parfois les gens à l'extérioriser, à la crier, à la hurler, cette souffrance. Je vous place la fleur, elle était devant vous. Ça va. Mais en fait, l'approche spirituelle de l'observation de cette souffrance consiste à apprendre à découvrir que nous ne l'acceptons pas. Ou que nous utilisons des biais, des moyens un peu de traverse pour essayer de vivre avec. Mais en fait, dans la perception même de la souffrance, il y a la non-acceptation. En fait, c'est quelque chose, cette constatation-là, d'extrêmement évident et de particulièrement inouï. Ce que je citais tout à l'heure, Roger Godel, qui dit que c'est une loi, à la fois sur le plan physiologique
et sur le plan psychologique. C'est la loi de la dualité. Et de cette observation dualiste, première, naturelle, qui est la nôtre, qui nous appartient, psychologiquement parlant, en tant que personnage, en tant que personne, ce type d'observation dualiste nous appartient, on vit avec. Pas forcément bien, mais on vit avec. La découverte de cette qualité d'observation séparatrice pour chacun d'entre nous peut prendre du temps, peut prendre des années, des décennies. Mais il me semble que c'est une voie extrêmement sûre. Et c'est une voie, en fait, quand on ne l'appréhende pas comme étant une voie libératrice, qui conduit à une impasse, à des impasses. Précisément, lorsqu'on se trouve dans cette démarche de travail sur soi temporel, de travail sur soi dualiste, qui nous amène à nous poser ces questions, entre guillemets ces mauvaises questions, qui sont comment puis-je faire? Comment découvrir, comment avoir cette observation lucide, libératrice? Comment être attentif? Comment être présent? Évidemment, ce type de questions nous amène à l'impasse. Car ce type de questions nous amène à des réponses, à des techniques qui ont, encore une fois, je reprends, qui ont leurs bienfaits passagers, mais en aucun cas à une réelle ouverture. En aucun cas à une réelle libération. Libération du moi. Du moi ou des moi en nous, qui maintiennent cette séparation, cette type d'observation dualiste, qui l'entretiennent, qui le nourrissent par leurs erreurs et leurs illusions. Alors ce qui se produit au bout d'un moment, en fait, c'est qu'on ne sait plus comment faire. Et à la question « qu'est-ce qu'observer ?», si on constate que l'embarras fait encore partie de ces mécanismes du comment faire, à la question donc, qu'est-ce que l'observation ? Le temps s'arrête. Et là où, je reprends toujours le terme de travail sur soi, a son extrême utilité, c'est qu'une
un instant d'intemporalité devient une expérience. Et cette expérience en appelle à la soif de maintenir cet état formidable, cet état de lâcher prise que l'on peut vivre parfois, cet état de lâcher prise extraordinaire, que l'observateur, que la personne que nous sommes a besoin de maintenir, de tenir, pour être, et puis pour toutes sortes de souhaits tout à fait louables. Mais il est vrai que ce mécanisme encore inhérent à cette dualité d'observateur-observé, qui s'inscrit dans la durée, dans la temporalité et donc dans la souffrance, eh bien ce mécanisme est tellement, en fin de compte, ancré à la fois, comme on le voyait tout à l'heure, dans notre propre physiologie et donc aussi dans notre propre psychologie, qu'une libération réelle, radicale et absolue n'est pas à la portée de chacun d'entre nous. Heureusement peut-être. Peut-être si vous avez des questions. Et pourquoi vous dites heureusement peut-être ? Oh, c'est une mauvaise plaisanterie. Non, sans vous y croyez. Je pense pas. Si vous voulez bien utiliser les micros pour Ah les oui. questions. Bonsoir. Vous avez dit que l'éveil n'était pas définitif. Est-ce que par là, vous voulez dire est donc réversible, elle n'est pas irréversible? C'est ça que vous entendiez par non définitive? Oui. En ce qui concerne cette question de l'éveil, j'adhère assez à la notion de Gurdjieff, qui dit qu'en fait, il y a la phase de l'éveil, après il y a avant la naissance, avant la nouvelle naissance, il y a la mort intérieure en fait, hein, la mort initiatique on va dire. Alors il est vrai que dans une expérience d'éveil, tout à l'heure je dis, on peut voir qu'il n'y a personne. Et on peut dire, voilà, l'ego est mort. Et c'est une expérience qui est très juste. Parce que l'éveil, à la fois, c'est aussi une nouvelle naissance. Mais cette notion précise par Gurdjieff qu'il y a le temps d'éveil, c'est-à-dire il y a plusieurs éveils. Et après, il y a un moment où il y a réellement une mort intérieure. Une libération totale et absolue. Mais elle n'est possible que s'il y a déjà eu des phases, des expériences qui relèvent de ce qu'on peut appeler l'éveil. Le petit satori, disent certains moines zen. Ou des illuminations. Rudolf Steiner aussi, que j'apprécie assez, même s'il est très mal compris aujourd'hui. Il
il parle de cette phase où on a des illuminations, plusieurs illuminations successives. Il n'y a pas une illumination radicale et absolue, peut-être pour certaines personnes. Je pense que c'est extrêmement rare, beaucoup plus rare qu'on l'imagine. Je ne sais pas si vous avez lu des talks, les conversations avec Ramana Maharishi, le Oui, bouquin. bien sûr. Et là, à un moment donné, il dit effectivement que l'expérience, en fait, l'éveil peut être écrasé par le poids des samskaras ou le retour de karma. Et effectivement, donc en fait, lui aussi, contrairement à ce qui est à la mode de nos jours, il dit que l'éveil est réversible. Bien sûr. Oui, par ce qu'il appelle le poids de l'illusion peut écraser l'éveil de nouveau. Et donc, évidemment, vous avez déjà découragé des gens de poser la question. Alors, est-ce que donc l'éveil irréversible existe quand même, d'après vous, ou toutes les éveils? L'éveil irréversible, vous dites? Irréversible, existe-t-il finalement ou pas? Pour reprendre cette notion qu'il y a chez Gurdjieff, c'est la mort intérieure, qui est une renaissance, mais une réelle naissance, on va dire. Parce que, encore une fois, dans une expérience d'éveil, il y a l'intuition de la mort de l'ego. Il y a l'expérience d'une nouvelle naissance, d'un corps qui n'est plus limité à l'anatomie, à notre propre anatomie, une expérience d'expansion, de non-dualité, de non-séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Là, il y a une prolifération de témoignages qui relèvent d'expériences d'éveil. Alors maintenant, on peut prendre une expérience d'éveil pour un état définitif. Mais on peut le faire croire. Personnellement, je n'ai pas la naïveté de le croire. Et pourtant, le nirvana de Bouddha, par exemple, est vendu comme définitif, n'est-ce pas, irréversible. Oui, peut-être, oui. Je ne suis pas acheteur. Dans le monde indo-bouddhiste traditionnel, effectivement, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est un processus très lent, comme une sorte de spirale. Ouais. Effectivement, chaque éveil peut effectivement faire prendre conscience à des phases ou des couches d'illusion qui étaient invisibles avant. Bien sûr. Et que, effectivement, étant donné que le conditionnement est très lourd, c'est le conditionnement des milliers, peut-être des milliards d'années. Et donc, l'éveil définitif dans le monde relatif serait effectivement un non-sens. Oui, moi je le pense tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je reprécise encore un point, c'est-à-dire que, en fait, bon, pour reprendre encore ce fameux terme que j'aime pas trop, mais disons de travail sur soi, qui est plus c'est un travail de lucidité et non du tout d'effort, eh bien, amène, on va dire comme ça, ou dans cette phase-là, à des éveils, à des illuminations, voilà. Mais ce n'est pas l'accumulation de toutes ces illuminations qui nous conduisent à la mort initiatique. Voilà, j'emploie ce terme un peu barbare, bon bref. C'est pas ça qui nous conduit à cela. Parce qu'en fin de compte, chaque éveil est toujours complètement nouveau. Toutes les expériences qu'on peut avoir eues, d'éveil, de lâcher prise, ou de satori, comme disent d'autres, etc., d'illumination, toutes ces expériences-là, en fait, on les a pour le meilleur comme pour le pire. Parce que ça vient nourrir notre mémoire, forcément, et l'observateur en nous, qui est en quête d'une libération, et donc qui, de ce fait,
va être d'autant plus virulent, on va dire, enfin d'autant plus agacé vis-à-vis de ces irritations qui vont le traverser, de ces émotions qu'il va percevoir tout de suite comme désagréables, par exemple, hein, ou de cette lourdeur, de ce poids, par exemple, qu'il peut sentir intellectuellement parlant. On peut se sentir identifié aussi à sa tête, on va dire. Hein. On peut trouver que c'est lourd, il manque de la clarté. Ben ça aussi, ça fait partie de tout cet ensemble que dans le bouddhisme on appelle la souffrance, quoi, que la première noble vérité qualifie de souffrance. C'est pas simplement une piqûre d'insecte, au contraire, c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est aussi cette lourdeur, cette pesanteur mentale, comme disent aussi d'autres qui ont parfaitement raison de la qualifier ainsi. Voilà, tout ça, ça fait partie de ce que le bouddhisme qualifie de souffrance. Le dukkha, en fait. Le dukkha qui est traduit. Exactement, voilà, c'est ça. Moi, je préfère le traduire comme souffrance que douleur, en fait. Oui, Oui, en fait, il y a des gens qui pensent que c'est une mauvaise traduction. Ils proposent en anglais. Oui. Unsatisfactoriness, ça veut dire l'état de. C'est pas satisfaisant. Le monde n'est pas satisfaisant. C'est ça, oui. Donc, oui, c'est proche. C'est la dernière traduction, en fait. C'est ça. C'est bon aussi, oui. Question. Oui, en fait, la question que je voulais vous poser, c'était pourquoi il y a de la dualité parce qu'il me semble que dans toutes les traditions, ils disent que la dualité, c'est une sorte d'état qui succède à l'unité. L'unité est vue comme bien mieux. Et en fait, pourquoi l'unité se désagrège en dualité et en complexité ? Je sais pas si l'unité se désagrège en dualité, en complexité. Disons, là, vous me posez une question, en fait, on va dire philosophique. En fait, sur le plan philosophique, je peux développer une théorie, mais je pense que ça n'aura pas un gros intérêt. Disons, ce qui est intéressant, c'est comment vous percevez la dualité, votre dualité. Quelle expérience vous en avez? C'est ça qui est intéressant pour vous, comme pour moi. Parce que je suis pas philosophe non plus. Je disais tout à l'heure, je suis pas psychologue, pas psychothérapeute, et je ne suis pas non plus philosophe. Comment vous percevez la dualité? Qu'est-ce que vous entendez, vous, par dualité? Je comprends bien cette idée de séparation entre l'observateur et l'observé, parce que moi, c'est ma vie quotidienne. Enfin, je vois ça tout le temps. Je me sens pas en unité. Vous voyez? Non, mais je me demande simplement pourquoi tout n'est pas resté en état d'unité, quoi. C'est comme si le cosmos avait une anomalie. Oui, alors là, je vais quand même, je vais pas faire de théorie, je vais au contraire m'en préserver, mais suivant les traditions, on dit que l'humanité a chuté, quoi. Voilà, c'est la chute originelle chez les uns, les autres disent autre chose, mais à peu près la même chose. Donc c'est inhérent, en fin de compte, à notre structure matérielle, cérébrale. C'est inhérent à l'évolution aussi de notre conscience cérébrale. Et aujourd'hui, on est arrivé, peut-être, au summum de la conscience cérébrale. C'est-à-dire au summum de cette séparation entre notre environnement et nous-mêmes. On est arrivé au summum de ça aujourd'hui. C'est la raison peut-être, oui, vous m'obligez à faire un peu de la philosophie de la théorie, c'est la raison peut-être qu'on développe, entre guillemets, l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, on est arrivé à un tel summum d'intelligence cérébrale qu'on essaie maintenant de la reproduire à l'extérieur de nous-mêmes. Et peut-être en plus performant encore, mais sur un autre plan, sur le plan purement mécanique et voire psychologique. Dénué de cette dimension d'être-té et de cette dimension spirituelle. Voilà, en fait, c'est inhérent à notre structure cérébrale, c'est inhérent à l'évolution humaine, qui arrive aujourd'hui peut-être à un summum, on va dire, quoi. Je fais un dernier développement, après je passe le micro. Et donc du coup là, vous vous placez dans le temps, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un déroulement du temps. On est au summum, donc on est au moment de complexification, je sais pas comment on peut appeler ça, de séparation. Et
Encore une fois, c'est peut-être une erreur d'interprétation, mais j'ai l'impression que souvent dans les textes spirituels, ésotériques, etc., c'est comme si il proposait de retrouver une unité perdue. Et alors, ça veut dire quoi? On est dans le temps, on vient d'un point d'unité, on passe par une complexification, ce que j'ai employé ce mot, puis on doit revenir vers un état primordial à la fin. Enfin, je sais pas trop comment faire avec ces notions-là, en fait. En fait, ces notions-là, si vous voulez, elles prendront de... Il faut qu'elles prennent vie. Sans quoi, pour vous, ça relève d'une préoccupation comme d'aller voir un film ou d'aller au théâtre. Hein. Pour que ça prenne... peut-être que ça n'a pas de sens, c'est peut-être juste une curiosité pour vous de se poser ce genre de questions. Maintenant, si c'est une question qui prend vie en vous, eh bien, dans un premier temps, il vous faut découvrir ce que c'est que votre propre dualité, votre propre fonctionnement dualiste. Et vous constaterez à ce moment-là peut-être aussi que rechercher l'unité, ça fait partie de la dualité. Parce que l'unité ne se recherche pas. L'unité, c'est la réalité intemporelle. Aucune recherche ne peut y conduire. Mais il est extrêmement important que nous exercions, si on peut dire, utiliser ce terme mal choisi, exercer, c'est un terme mal choisi, cette lucidité pour découvrir en nous ce processus de dualité qui m'entraîne dans le temps, dans la durée, avec toutes mes mauvaises questions sur comment faire ci, comment faire ça. Alors que qu'est-ce qu'une observation? Qu'est-ce que l'observation sans séparation? Qu'est-ce que l'observation sans séparation? Évidemment, ce n'est pas forcément votre question, mais c'est une très bonne question. Je m'éloigne. Une très bonne question. Je vais dire justement, je vais dans votre sens, c'est une très bonne question. Et vous avez la réponse? Et la réponse à cette très bonne question, oui. Qu'est-ce que l'observation? Oui. En fait, je vais quand même donner une réponse. Merci. C'est sympa, hein? Je suis pas obligé. Mais vous en avez peut-être déjà des réponses, vous. Ouais, Hein, vous en avez? Krishnamurti dit que l'observation, c'est une observation sans observateur. Donc vous l'aviez peut-être déjà cette réponse dans vos affaires, non? Ah, oui, oui. Mais ça donne, en fait, ça nous donne pas la réponse, parce que quand on attend, c'est peut-être pas votre cas, vous avez peut-être posé la question pour voir comme ça, pour voir aux gens. Non, je suis très pragmatique. Bah oui, ah bah c'est bien. Ouais, ça, c'est bien. Pragmatique. Et, en fait, tout à l'heure je disais que cette question, une vraie question comme ça, une bonne question comme ça, c'est comme un courant. C'est-à-dire que, alors évidemment, on n'est pas des moines zen, alors c'est facile à dire quand on n'est pas un moine zen. Mais disons, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une question qui, quand je ne vais pas avoir de réponse, et que je vais me rendre compte que je cherche encore un savoir-faire pour pouvoir le mettre en pratique, de manière pragmatique, quoi. Voilà. Et ben, je suis encore dans un travail sur soi dans la durée, dans le temps. C'est pas interdit, ça mène nulle part, mais c'est pas interdit. Rien n'est interdit. Mais je vais apprendre à découvrir que ça mène nulle part. Cette observation qui se déroule dans la durée, qui est une introspection de soi.
Ça va me permettre de voir des choses, de peut-être de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas sur moi. Mais tous ces types d'observations que je vais faire, toutes ces constatations que je vais faire, il faut que je découvre qu'elles sont conditionnées par celui qui observe. Si j'observe que je suis quelqu'un de bien, bon ben voilà, c'est peut-être très flatteur hein, pour moi, pour ma vanité, pour tout ce que je veux, mais ça mène nulle part. À un moment donné, on peut avoir la maturité de se rendre compte que ça mène nulle part. Si je suis quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, comment est-ce que je vais le ressentir? Comment je vais le percevoir, ça? Peut-être que je vais percevoir parce que j'ai des tensions corporelles. Alors je vais essayer d'apprendre à me détendre ou à faire de la méditation. Comme on dit, c'est très à la mode de faire de la méditation aujourd'hui. Hein. En fait, c'est de la relaxation. Il faut être très honnête. Hein. Des gens qui pratiquent la méditation, j'en connais pas. Ils font de la relaxation. C'est très bien la relaxation. C'est pas c'est ça la méditation. Pour moi, c'est, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça. Hein. La méditation, ça commence par une bonne question. Et ça finit par une non-question. La bonne question, c'est qu'est-ce que méditer? Et la non-question, c'est que j'en sais rien. Le non-savoir est libérateur. Mais encore une fois, l'expérience qu'on peut en faire, ça développe encore le chercheur qui va se mettre en quête de retrouver cet état de lâcher-prise qu'il a vécu à un moment donné, là, qui est extraordinaire. Et qui va l'amener à reposer ses mauvaises questions. Comment je peux faire pour retrouver cet état? Comment je peux faire pour être dans cette observation sans observateur? Parce que quand on pose cette question, comment je peux faire pour être dans cette observation sans observateur? Parce que l'autre en a parlé, il avait sûrement raison. Donc jusqu'à maintenant et pour l'instant, c'est simplement vous poser, c'est de rester avec la question. En fait, on ne peut pas rester avec la question, parce qu'en fin de compte, il faut que la question soit la mienne. Vous voyez? Oui, bien sûr. Et même, moi, ça m'est arrivé, par exemple, que cette question-là soit la mienne. Et puis, après, c'est plus la mienne. C'est-à-dire que ça devient la question de ma mémoire. Et quand c'est la question de ma mémoire qui veut retrouver ce moment qui a duré un certain temps, eh bien, c'est une question frelatée. D'ailleurs, elle est portée par le comment faire. Comment retrouver. Et quand la question disparaît? Bah, si vous voulez dire quoi? Quand vous n'avez pas de question? Ouais. Bah, si vous ne l'avez pas, bah, sans problème. Et je voulais dire, par rapport, il n'y a quand même pas un point d'appui, si je n'ai pas dans le temps, pour être un avec, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus l'observateur, cette dualité, c'est dans le ressenti, quoi. Par rapport à, prenons l'irritation, par exemple. Oui, alors... Et de vivre l'irritation, de rentrer vraiment dedans, de la vivre pleinement. Oui, alors ça, ce sont des choses qui se disent aujourd'hui et qui sont parfaitement justes. Ça vient des voies tantriques. Hein. On essaie d'être avec, non plus de tourner autour du pot, mais d'être avec. Mais en fait, ce sont des représentations qu'on se fait par des lectures, par des rencontres, par des témoignages de vive voix. Non, mais quand je dis, c'est pas du tout, ça se réfère pas du tout à l'intellect. J'ai une irritation, je la sens, je la vis, quoi. Qui la sent? Oui, c'est ça, mais elle est sentie, elle est vécue, c'est dire. Ah, mais qui la sent? Qui la vit? C'est senti, je sais pas, c'est... Ouais. Dès que je la sens, on va dire le je qui sent, il est avec ou il n'est pas avec? Il en veut ou il en veut pas?
Lucidité. lucidité. Il en veut ou il en veut pas? Je sens une irritation. J'en veux ou j'en veux pas? Au début, il n'en veut pas, mais justement, non, mais c'est justement celle-là, c'est peut-être subtil ou c'est fin, parce que j'étais conduit aussi dans ce travail-là. C'est ok. Au début, on n'en veut pas, ça. Eh ben voilà, on n'en veut pas. Non, mais justement, non, mais ça allait plus loin que ça. C'est justement, c'est pas de la vouloir, pas la vouloir, c'est de la vivre. L'amener à la vivre. À partir d'un moment, c'est ok. C'est parce que justement, ce qui fait qu'on n'en veut pas, parce qu'on est habitué à cette souffrance. J'aime ou j'aime pas. Oui. À partir du moment où il n'y a plus ce j'aime ou j'aime pas, c'est simplement, c'est là, je la goûte. Parce qu'on aime bien goûter naturellement un gâteau au chocolat, ça dépend de chacun. Mais l'irritation, on n'a pas pris l'habitude. Mais si on vit simplement ce qui se passe là, dans l'instant, s'il y a une irritation, c'est à ce niveau-là. Et là, je trouve qu'il y a une porte de sortie. Là. Alors, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Je remets ce truc-là qui est parti là. Ça. Vous avez tout à fait raison. En fait, mais si vous connaissez un peu le tantrisme, par exemple dans le tantrisme tibétain, ils ont ces gens-là. En fait, on peut développer leur système qui est très 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 juste, très judicieux. Et ils ont été obligés finalement de développer plusieurs niveaux dans les tantras. Vous voyez? Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, la libération radicale et absolue et intemporelle, en fait, nous n'en sommes pas capables. En tant que personne, en tant que personnalité, psychologiquement, affectivement, intellectuellement, nous n'en sommes pas capables. Et ayant évidemment constaté cette réalité inhérente à la nature humaine, ces gens-là, on dit, voilà, donc là, ça c'est alors je sais, j'ai pas les termes, mais c'est le niveau du tantra, numéro 1, enfin, ils ont pas ces termes-là, mais ils ont autre chose, ils appellent le tantra fils, le tantra père, le tantra mère, enfin, je sais pas, plusieurs degrés comme ça de subtilité, hein. Et il est vrai que lorsqu'on essaie d'éclaircir cette situation je sens une irritation, en fait, je constate que je la rejette, quoi, que je la refoule, ou que je veux m'en débarrasser. Donc je vais essayer de m'en rapprocher, parce que j'ai entendu dire, et puis je le crois, ou j'ai eu des petites expériences, puisque quand je suis avec, ça se dissout. Hein, d'accord? Tout à fait. Alors ça, c'est voilà, c'est vrai que dans les tantras, ils ont mis plusieurs niveaux comme ça, mais en fait, ce sont des niveaux, on va dire, c'est pédagogique, on va dire, hein. Mais en réalité, il faut avoir un éclairage extrêmement direct pour passer à travers ces niveaux. Et en fin de compte, pour voir que ces niveaux, que ces différentes approches sont insuffisantes d'une certaine manière. Elles s'inscrivent toujours dans la séparation, dans la durée, dans le temps. D'ailleurs, quand je me pose la question, je me dis, voilà, je sens, tiens, je vais essayer je sens cette gêne, je suis au volant, il y en a qui roulent n'importe comment, surtout dans Paris, hein. Moi je suis pas parisien, mais c'est une véritable horreur ici, hein. C'est l'horreur ici, hein. C'est heureusement que vous êtes là, parce que je me dis, tout ce que j'ai subi pour venir jusqu'ici, heureusement que c'est pour vous, hein. Je vous assure, hein. Et donc, dès que cette irritation, cette souffrance est perçue, on se dit, je vais essayer d'être avec. Parce qu'on a des stratégies qu'on met en place par les expériences qu'on a pu faire, par le cheminement qui est celui de chacun d'entre nous, par des lectures, des expériences personnelles aussi. Hein. Et donc on tente plusieurs approches comme ça. Mais la lucidité, c'est quand même aussi ce travail de lucidité et non d'effort, ce travail de lucidité intemporelle, c'est la vision immédiate de ce qu'est la dualité, de ce qu'est la dualité intérieure, quoi. Et dire et voir, là, c'est encore un petit jeu de dualité en moi, quoi. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a plus qu'un petit jeu, parce que parfois ça peut être plus grand, mais enfin, ça relève encore de la dualité. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je redis, je connais pas bien cette question-là, mais dans le tantrisme tibétain, par exemple, ils ont mis plusieurs degrés de réalisation. Alors évidemment, après le degré ultime, il n'y a plus du tout toutes ces questions-là, évidemment. Mais je pense que c'est indispensable d'avoir
cette perspective radicale. Et après, de cheminer comme vous le faites, comme nous le faisons tous. Mais avec cette perspective due à cette lucidité. Ah, mais Qui est- c'est tout à fait OK, oui. Voilà. Mais il Je faut veux s'en dire, rester là non plus. Parce qu'autrement, on peut attendre sans ça rester peut- où? à la perspective, je veux dire. S'il n'y a que la perspective, attendre simplement que la grâce tombe. Ah, mais pas du tout, on n'attend rien du tout. Ouais, non, On n'attend pas du tout. non, non. Non, parce que l'attente, c'est encore dans la durée, vous voyez. En fait, toute notre vie psychologique, intellectuellement, émotionnellement, et sur le plan moteur, nos vies somatiques aussi, physiologiques, s'inscrit dans le temps et dans la durée. Alors que l'éveil est dans une dimension verticale, intemporelle, radicalement ailleurs, quoi. Et encore, le terme est très mauvais, mais je veux dire, ça relève pas du tout de cette dimension-là. Pas du tout, du tout. Tu veux dire que l'éveil, c'est un non-événement? Alors oui, il y en a qui le qualifient aussi comme ça. Il y en a qui ont eu un moment d'éveil et puis qui disent aussi très justement, ils disent c'est un non-événement. Pourquoi pas? C'est une formulation. J'ai jamais eu, ça m'est arrivé une fois, d'avoir cette perspective-là de l'éveil en tant que non-événement. Mais ouais, non. Mais il y en a qui le qualifient comme ça. Puis après, ça dépend des modes, hein, suivant les éveillés qu'il y a sur le marché du travail sur soi. Marché du travail sur soi. Eh bien, il y a des formulations comme ça qui se transmettent de bouche à oreille et qui nous touchent parce que ce sont des formulations qui relèvent de vrais témoignages, quoi, hein, de vrais témoignages, et qui nous touchent donc, et qu'on peut dans notre vie retrouver dans ces instants d'éveil. Mais ces instants d'éveil qui viennent jalonner en fin de compte notre cheminement dualiste qui s'inscrit dans la durée et qui est totalement faux. Il y a pour le micro. La question de l'observation, elle me tient à cœur vraiment personnellement, cette observation de soi, parce que j'y ai été initié précisément dans le travail de Gurdjieff, et je suis ravi d'avoir un interlocuteur sur le sujet. Je crois qu'à l'époque, j'ai pas osé en parler aux gens qui me proposaient cette observation sur soi. Écoutez, dans mon petit coin, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est un truc, c'est pas possible. Et il m'a fallu quand même des années pour en arriver là. Et je crois pas me gourer en disant que quand on nous propose ça, souvent c'est autour d'un fonctionnement. Nous avons des fonctionnements, et ça on en est tous d'accord. Ça mélange l'émotion, l'intellect, etc. Tout ça, ça nous est proposé comme étant susceptible d'être observé. Et lorsque, dans des réunions, on rapporte, tiens, il y a ça qui va pas, je me suis mis en colère, il s'est passé ça, je suis pas content, c'est-à-dire toujours des émotions négatives au passage, souvent on nous propose, mais justement, observez-les, restez avec, soyez avec, et observez-les. Et en fait, franchement, moi j'en suis arrivé à la conclusion, mais en fait ça marche pas. Parce que ces fonctionnements, ils ne peuvent se dérouler, et on sait qu'ils se déroulent, on a quand même quelques souvenirs, que si justement il n'y a pas de regard. Et dès qu'il y a un regard, tchouf, ça s'arrête. Et j'en suis sûr en fait. Alors peut-être qu'il y a autre chose dans l'observation de soi que j'ai pas su toucher au-delà, mais en tout cas il y a cet écueil massif et dont et je vous en parle parce que je suis heureux que quelqu'un prononce au moins le mot d'observation de soi. Jamais personne n'en parle. C'est-à-dire ce dont je vous parle, de cette impossibilité, il me semble que jamais personne n'en parle de ça. Que les gens soient d'accord, pas d'accord, c'est jamais traité, quoi. Ce que vous dites là est extrêmement important et je partage avec vous en fait
cet écueil, que vous appelez ça cet écueil ou cette impasse. Charles Abot, c'est l'ami qui a fondé la revue Troisième Millénaire et qui est décédé en 2002. Et lui, il m'avait fait part, en fait, parce qu'il avait travaillé dans les groupes Gurdjieff, il m'avait fait part de cette étape de sa vie intérieure où il ne savait plus comment observer. Comment s'observer soi-même sans jugement, sans condamnation, sans justification, enfin tous les leitmotifs qu'on connaît pour une observation pure et parfaite, on va dire. Ce qui l'avait d'ailleurs après orienté vers l'enseignement tout en restant extrêmement fidèle, et plus fidèle que certaines personnes à l'enseignement de Gurdjieff, l'orienté à rencontrer Krishnamurti et son enseignement. Mais ça, c'est de l'historique pour situer une relation amicale, on va dire. En fait, ce que je partage avec vous, c'est cette impasse de l'observation de soi. Effectivement, après des années d'observation introspective, je vois des mécanismes qui se passent en moi, et puis voilà, je me rends compte que quand je les observe, l'observateur intervient. Y a-t-il un observateur non interventionniste, on va dire, hein? C'est-à-dire que dans l'enseignement de Gurdjieff, on dit il y a un moi qui observe d'autres moi, quoi. Alors on dit même quelque chose que c'est pas tout à fait juste, on dit que c'est un grand intendant qui va... Bon bref, moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a un moi qui observe d'autres moi. Est-ce qu'il y a une observation réelle, globale, une véritable ouverture? En fait, on peut être dépassionné dans la recherche à un moment donné. On peut être très déçu, très déçu. Et ça participe d'une souffrance beaucoup plus grande que des mésaventures qui peuvent nous arriver dans la vie ou dans des événements très désagréables, quoi, on va dire. Ça peut être une souffrance beaucoup plus forte, en fait, parce que c'est une souffrance dont qui s'impose comme un seuil infranchissable, quoi. Et ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, avec ça, on est dépassionné dans notre recherche. Enfin, c'est pas, j'appelle pas une recherche de, comme on dit, midi à 14h, hein, mais une recherche une vraie recherche. Une vraie recherche, c'est déjà l'éveil. Une vraie recherche, c'est l'éveil. C'est pas comme chercher midi à 14h, comme disait Gurdjieff. La vraie recherche, c'est l'éveil. Alors bien sûr, il y a des gens, quand on dit qu'on cherche, ils ont presque pitié de nous, quoi. Mais en fait, la vraie recherche, c'est l'éveil, quoi. Moi, j'ai presque pitié aussi quand ils me disent qu'ils cherchent plus. Mais en fait, j'ai pas pitié non plus parce que j'en connais, ce sont des amis, ils sont extrêmement sympathiques. Et on s'apprécie beaucoup. Mais je suis pour le fait que la vraie recherche, c'est l'éveil. Puis c'est peut-être une nouvelle mode. Et lorsque j'arrive à cette impasse, parce que déjà, ça demande une belle honnêteté envers soi-même, une belle sincérité. En fait, tous ces mécanismes en nous n'existent précisément parce qu'ils ne sont pas réellement observés, mais parce qu'ils sont plus ou moins vus par la complicité de l'observateur conditionné. Donc ils ne sont pas réellement vus, ils sont vus de travers, quoi. Comme ça, oups, ça glisse à côté. On croit qu'on le voit, puis paf, on la glisse à côté.
Et c'est pour ça que je reprenais ce terme de travail sur soi, parce que ça implique en fait un travail dans la durée et dans le temps. Et tant que c'est dans la durée et dans le temps, il n'y a pas d'éveil. C'est une période d'errance qui peut durer une vie entière, une période d'errance. Et dans cette période d'errance, il peut y avoir des questions aussi. Comment je peux faire? Toutes les mauvaises questions. Comment je peux être avec? Je sais que c'est libérateur, j'en ai eu l'expérience, et puis ça a disparu. Comment je peux être avec l'émotion? Être avec ce foutoir qui m'habite? Cette question du comment, on voit bien, si on se la pose, qu'on repart dans cette voie de traverse, cette voie mentale, quoi, hein, nourrie par des aspirations de désirs qui reposent sur la peur et la souffrance. La bonne question, c'est qu'est-ce que l'observation? De même, ou qu'est-ce que l'éveil? Qu'est-ce que l'éveil? Qu'est-ce que l'observation? Et je vais toucher là, ou je vais être touché en fait, par le non-savoir dont on parlait tout à l'heure. Par le non-savoir. Mais le non-savoir, je ne vais pas savoir comment faire pour l'entretenir. Le non-savoir. Comment je peux faire pour entretenir le non-savoir? Question fausse. Le non-savoir, la bonne ou les bonnes questions, parce que chacun peut avoir sa bonne question, évidemment. Ça crée une brèche dans le déroulement mécanique de la pensée, de l'intellect ordinaire, on va dire. Hein. Ça crée une brèche, ça crée un véritable arrêt. Mais encore une fois, c'est pas un état à accueillir, c'est pas un état à attraper ça. Au contraire, la passion de la recherche, en tant qu'éveil, c'est découvrir qu'on n'y est pas. Découvrir que ma démarche est fausse. Découvrir que mon questionnement est complètement à côté de la plaque. Mon questionnement ne fait que nourrir des réponses que j'ai lues, que j'ai entendues, que j'ai fabriquées, ou qui viennent aussi d'expériences d'éveil, d'illumination vécues. À chaque fois qu'il y a une expérience d'éveil, d'illumination, ça vient nourrir des réponses en moi. Mais toutes ces réponses sont du passé, appartiennent au passé, sont collées au passé et me maintiennent dans un état d'endormissement. C'est pour ça que c'est très délicat d'aborder, en fin de compte, cette question de l'observation, parce que, en fait, on ne va pas pouvoir donner de réponse. On ne va pas pouvoir satisfaire intellectuellement le questionneur, les questionneurs que nous sommes. Alors on va repartir insatisfait. Mais cette insatisfaction, en fait, elle est encore du domaine de la souffrance. Même si c'est une insatisfaction très passagère, du genre, j'aurais mieux fait d'aller au cinéma plutôt que d'écouter cet imbécile. Je sais pas, c'est peut-être à cause de lui que vous êtes venu. Vous lui en voulez pas trop.
Non, il n'en veut pas, non, il est gentil. Si vous avez de la volonté. Et il faut qu'il me dise parce qu'il a des horaires à respecter. J'entends bien tout ce qui vient de dire par rapport à... Mais ce que j'entends, naturellement, il n'y a que moi qui peux me l'entendre, c'est par rapport à ce que vous venez de dire par rapport aux expériences d'illumination, on a eu des réponses et tout ça, et on reproduit ça, c'est si on reste avec l'intellect, si on reformule avec l'intellect. Mais il y a un goût aussi. Avec ça, ça s'accompagne d'un goût. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. D'accord. Et c'est ça. Bah oui, mais c'est... Pour moi, c'est très important. Je veux dire très important dans le sens que c'est libérateur. Quand je dis important, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Maintenant, il y a des... Oui, bien sûr. Vous pouvez mais c'est avoir parce que ce qui est un peu dommageable, je trouve, dans le discours que vous portez là, ce que vous faites, c'est très bien parce que c'est très... mais en même temps, c'est un peu pessimiste, que je veux dire. Pas que ce soit pessimiste forcément, mais que c'est réaliste, lucide. Mais en même temps, il y a... naturellement, il n'y a pas à tenir aussi, mais là, comme là, je vous présente pour moi, pour le goût, vous êtes OK, mais c'est pas dit, par exemple. Ou tout à l'heure, par rapport à faire un avec l'émotion, c'est pas dit. C'est-à-dire que... Il y a quand même des trucs qui permettent... Après, c'est toujours plein de paradoxes, c'est difficile de dire, parce que d'avancer, on va dire dans le temps, ainsi de suite. Oui, je le dis pas parce que, en fait, pour moi, ça relève le goût que l'on peut avoir de l'éveil, ça relève d'une expérience qui est une expérience qu'on a. Ça peut permettre d'avoir un goût, par exemple, un goût du silence intérieur. Ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, sur plusieurs jours, d'avoir ce goût de silence intérieur, et en fait, qui me permettait de garder le fil. Ouais. Et puis en fait, pour être très clair, ça, c'est retombé parce que j'étais dans la durée. C'est-à-dire que il faut bien comprendre. Là, nous, on est à une époque en fait où des gens comme vous, ce sont des gens très ambitieux, parce qu'il y a des gens qui ont passé leur vie entière dans des monastères pour réaliser pas grand-chose, puis vous voulez réaliser l'absolu, enfin la libération totale. Faut pas hésiter, vous avez raison. Faut jamais hésiter dans ce domaine-là. Hein. Mais je veux dire, vous êtes donc tous des gens extrêmement ambitieux d'une certaine manière. Parce que, vous voyez, ces gens qui passent dans l'ascétisme, etc. Bon, je parle pas de mortification, ils sont pas tous idiots, on va dire. Hein. Mais disons, quand même, c'est pas rien. Et nous, comme ça, on veut continuer à avoir notre petite vie de tous les jours, et puis réaliser, le satori. Alors qu'il y a des gens qui restent devant un mur, en zazen, matin, midi et soir, et même la nuit. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quelque chose d'inouï. Par rapport à eux, je veux dire, on n'hésite pas, nous, faut bien le dire. Eh bien, en fait, ces expériences-là, ce goût dont nous pouvons parler, moi, par exemple, qui m'a permis, on va dire d'une certaine manière, pendant 3 jours, là, de tenir le fil, eh bien, ça relève de ce qu'on peut appeler une expérience mystique. Ça relève d'une illumination qui se retrouve à un niveau assez subtil, certes, mais ça nourrit aussi cette dualité observateur-observé. D'une autre manière, ça vient nourrir ce fonctionnement duel. Alors, l'essentiel, et vraiment ce qui est extrêmement important, eh bien, c'est de le voir, ça aussi. Pour moi, c'est essentiel de voir le faux qui se déroule, de voir le faux qui s'installe, qui se fabrique à l'intérieur sur le plan psychologique
chercheurs spirituels en quête. Hein. Et lorsqu'on se rapproche, en fin de compte, de ce que l'on fuit le plus, c'est-à-dire voir le faux, parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir le vrai. Soyons clairs, dire voir le faux, ça intéresse qui? Personne, quoi. Même la plante, je veux dire. Elle est vers une fausse lumière, là. Elle ne se rend pas compte, la pauvre. Enfin, je veux dire, voilà, c'est la fausse lumière. Bon, bah nous, on préfère la fausse lumière, évidemment, parce que c'est beaucoup plus séduisant. Parce que la vraie lumière, elle est dans la vision du faux. Quand je vois le faux en moi, c'est la vraie lumière qui voit le faux. Mais quand j'essaie de m'orienter vers la lumière, hein, la lumière intérieure, dont j'ai pu avoir l'expérience fulgurante, extraordinaire, là, mon chemin, disons, il prend une voie mystique. C'est pas interdit, on peut tout faire. On peut tout expérimenter, il faut expérimenter tout. Même la voie du cœur, tout ça, il faut tout expérimenter. Mais c'est pas la voie de la lucidité. Alors on pourrait dire, bah tant mieux, parce que la voie de la lucidité, ça va pas rigolo, quoi. Ouais. Mais c'est pas rigolo. La lucidité, en fin de compte, c'est nous-mêmes réellement. La lucidité, c'est réellement nous-mêmes. Le goût d'une expérience, ça vient en nous, mais ça vient en nous. La lucidité, c'est nous-mêmes. Faut que j'arrête parce qu'il y a le patron là-bas qui... Ben, je vous remercie en tout cas de m'avoir supporté. Ouais, parce qu'il faut s'accrocher. Ah ben, je sais bien, hein. Je sais bien.